Alors, que penses-tu de ce début de saison? Oh, ce début de saison, il est assez bon, il est correct. Bonjour à tous, il est 16h, je suis Tito Agnesa et vous êtes sur Thème Radio. Comme chaque mercredi pair maintenant, vous écoutez l'émission Sporteur, l'émission la plus sportive du département Bois, qui vise à mettre en lumière les futures pépites locales. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Noah Isidore, cycliste au bois, qui court pour l'équipe AG2R Citroën Junior Team et pour l'équipe UVO Junior. Noah, bonjour. Bonjour à tous. Il répondra à nos questions durant l'émission. Je suis également accompagné, comme d'habitude, de Yanis Bouskia, avec qui j'aurai le plaisir de poser des questions à notre invité d'aujourd'hui. Yanis, bonjour. Bonjour. Je le rappelle, cette émission est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, que ce soit Spotify en passant par YouTube, Deezer ou Acast. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter pour recevoir l'émission directement sur votre téléphone, ainsi que de nous suivre sur notre compte Instagram _sporteur.sporteur.- pour découvrir nos futurs invités à l'avance. Bon, Noah, on va commencer l'entretien. Tout d'abord, comment ça va ? Bah, ça va nickel. Merci de l'invitation. Merci à toi, c'est un plaisir de t'avoir avec nous cet après-midi. Nous allons faire une courte présentation sur toi pour les personnes qui ne te connaissent pas ou peu encore. Donc je laisse la parole à Yanis. Bonjour Noah, comme vient de le dire Titouan, nous allons passer à ta présentation. Alors tu es troyen, tu es né le 17 septembre 2004, tu fais partie d'une famille de cyclistes et c'est pourquoi tu commences le cyclisme à l'âge de 10 ans au club UVO Champagne-Charlotte. Tu as un profil de puncher doté d'une bonne pointe de vitesse et depuis 2021, tu cours pour la formation AG2R Citroën U19. Un panache à toute épreuve, une grande motivation, un acharnement pour la gagne et un coup de pistolet pour sa première victoire. Pas étonnant que son cycliste favori soit Alberto Contador. Noah, pour commencer cet entretien, parlons de tes tout débuts et de comment ou par quel biais le vélo est venu tout naturellement vers toi. Bah, tout simplement, depuis que j'étais tout petit, j'allais voir mon papa courir sur les courses et je voyais toute ma famille faire du vélo. Du coup, c'est venu naturellement, la passion. Elle est dans le sang, comme on dit, et ouais, c'est comme ça que c'est venu. Ouais, okay, comme tu viens de le dire, je pense avoir en fait être en quelque sorte prédestiné au cyclisme, et malgré ton jeune âge, on peut laisser sous-entendre qu'une carrière professionnelle est devant toi, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pris conscience que tu pouvais vivre du cyclisme, ou c'est encore trop tôt selon toi ? Pour le moment, je pense que c'est encore un peu tôt. Le niveau professionnel, il est encore loin, faut encore travailler pour aller le chercher. Après, forcément, j'en rêve depuis que j'ai commencé le vélo et je sens que je commence à vraiment rentrer dans le monde professionnel du vélo depuis que je suis chez les juniors avec AG2R où tout est beaucoup plus cadré et professionnel. Et voilà, c'est sûr qu'on commence à y penser quand on a des beaux résultats, mais il faut pas se monter la tête, il faut encore vraiment travailler et avoir de la patience. Et d'ailleurs, avant AG2R Junior Team, c'est à l'UV Hope que tu as fait tes gammes à partir de 2015. Qu'est-ce que cette équipe t'a apporté ? Elle m'a apporté surtout, comment on va dire, déjà c'est l'équipe où mon père a surtout couru, donc c'est pour ça aussi que j'y ai été. Et en fait, c'est un peu un club de famille. Je connais tout le monde là-bas et tout le monde me connaît. J'ai tous mes copains, donc c'est vraiment tu prends du plaisir à courir là-bas. C'est vraiment une équipe où tu te sens bien et où tu prends vraiment du plaisir à courir. C'est une grande famille au final. Ouais, c'est exactement ça. Par exemple là, le président du club c'est mon tonton et dans le staff il y a ma mère, mon père notamment et tout le monde s'entend hyper bien, c'est cool. D'accord. Et puis en 2021, donc un grand changement s'est opéré. Tu intègres l'équipe AG2R Junior Team en U19. Comment ça s'est passé, ton intégration ? Et qu'est-ce que cette équipe t'apporte ? On sait que maintenant, au niveau professionnel, c'est bien plus encadré. Ouais, c'est ça. Tout simplement, j'ai postulé après mon année de KD2. J'ai été pris pour faire des tests et ensuite j'ai été recruté tout simplement et c'est dans cette équipe j'apprends beaucoup de choses au quotidien, que ça soit sur la nutrition, le corps pour vraiment être le plus performant possible. Il m'apporte notamment d'aller faire des belles courses internationales, un soutien matériel forcément qui est énorme par le vélo parce que le vélo est vraiment un sport qui coûte assez cher quand même. Et vraiment pareil, c'est comme l'UVA, on se sent comme dans la famille. On s'entend tous hyper bien, tous les coureurs ainsi que le staff, donc on est vraiment très à l'aise
Quand on est avec eux, on se sent vraiment très bien. Et on imagine que ça a été une grande satisfaction pour toi d'intégrer cette team. Est-ce que ça a été une surprise? Ouais, pour moi, ça a été une surprise parce que j'ai fait vraiment une belle année de KD2 et je m'en rendais pas forcément compte. Et après, quand j'ai été postulé, j'avais dit à mes parents, bon, je postule comme ça, mais je sais que je serai pas pris. Et après, j'ai reçu des messages pour aller faire des tests. J'ai vite compris que j'avais fait des assez bons tests. Donc après, j'ai commencé à y croire. Et quand j'ai eu le message qu'ils me voulaient pour l'année d'après, c'était vraiment une explosion de joie. Et puis après, on rencontre des grands champions là-bas, notamment Romain Grégoire, qui explose tout cette année, ou encore d'autres que je ne cite pas, mais... On va en parler de toute façon prochainement. On peut supposer que dans cette équipe, rien n'est laissé au hasard. Qu'est-ce qui t'a plus marqué professionnellement parlant dans cette équipe? Les courses à l'international, c'est impressionnant. On s'imaginait pas forcément les choses comme ça quand on est plus petit. Et là, d'aller faire des courses en Italie, en Allemagne, en Espagne. En fait, on commence à connaître, on va dire, la vie de cycliste professionnel, où des grands déplacements, des grandes courses avec dans des pays qu'on ne connaît pas. Et ouais, c'est ça qui m'a beaucoup appris. Et malgré le contrat avec AG2R Junior Team, tu cours encore avec ton équipe UV Aube Champagne-Charlotte. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas très bien comment ça se passe et comment tu arrives à assembler les deux bouts et à courir pour les deux équipes? En fait, AG2R Citroën U19 Team, c'est pas un club en soi. C'est une entente avec où en fait ils prennent sous leurs ailes, on va dire, plusieurs coureurs de plusieurs nationalités d'ailleurs. Et en fait, pour faire du vélo, faut être licencié dans un club. Du coup, moi, je suis encore licencié à l'UVA. Je peux encore courir avec eux, mais sur les week-ends où je suis pas pris pour courir avec AG2R ou alors où il n'y a pas de course. Du coup, ça permet de courir encore au niveau régional avec mon club et de courir, de découvrir l'international avec AG2R, ce qui est très bien. Comme ça, on peut redescendre au niveau en dessous et aller au niveau au-dessus en international. Du coup, c'est intéressant pour la progression aussi. C'est vrai qu'on peut voir le contraste en fait entre les deux équipes, au final une équipe un petit peu plus régionale et vraiment une équipe professionnelle. Donc ça doit vraiment changer au fil des courses, de tout de suite changer de catégorie et de dimension. Ouais, c'est ça. Sur des courses régionales, on sent que par exemple quand on revient des belles courses internationales où on a fait des places, on est plus regardé. Tout le monde va dire c'est Noah machin. Enfin après, je me prends pas non plus pour je sais pas qui, mais voilà. Mais sur les courses internationales, les coureurs t'arrivent, ils te connaissent pas forcément. Du coup, tu peux vraiment, si t'es fort et que t'es pas connu, tu peux vraiment te faire ta place et montrer qui t'es. Et puis après les courses, c'est pas les mêmes. Souvent les courses internationales, on fait des ville à ville, on appelle ça. On part d'un point A pour arriver à un point B, alors que les courses régionales, c'est souvent des tours. Donc ça change tout, ça aussi. À présent, lors de ta première saison en junior, malgré aucune victoire, tu réalises une première saison prometteuse en junior, notamment avec une 4e place au championnat de France, une 7e place au championnat de France de contre-la-montre, également une 2e place à la première étape Philippe Gilbert Junior et plein d'autres places d'honneur. Alors, t'attendais-tu à d'aussi bons résultats pour ta première saison avec les tout meilleurs de ta génération? Pas du tout, honnêtement. Après, c'est parce que quand je suis arrivé dans la filière AG2R, j'ai notamment changé d'entraîneur parce qu'avant c'était mon père qui m'entraînait et mon père, on va dire, me disait de faire le strict minimum pour être dans les meilleurs en cadet. Je pense que je m'entraînais beaucoup moins que certains et tout simplement là en arrivant à G2R, en m'entraînant plus et plus spécifiquement, on va dire, avec des entraînements vraiment planifiés pour être en forme à tel moment et faire des exercices précis. C'est ce qui m'a vraiment mis en forme et qui m'a fait progresser autant. Et avec les stages, notamment en Espagne ou autres, où on accumule vraiment les kilomètres au fil des jours, c'est vraiment ce qui m'a fait passer des caps. Et après, j'ai vite vu que j'avais un très bon niveau après le début de saison que j'avais fait en junior 1 et les entraînements que j'avais réalisés. On imagine qu'il y a aussi une pointe de frustration d'avoir frôlé la victoire à plusieurs reprises.
Oui, c'est sûr. J'ai fait, je crois, 6 places de 2 en niveau international. Il y a des moments où je pense que j'aurais pu gagner. J'ai mal joué tactiquement. Après, il y a des moments où j'ai fait deuxième et tout simplement je me faisais battre par plus fort. Donc à ces moments-là, la frustration, elle n'est pas aussi forte. Mais ouais, c'est sûr que j'ai fini l'année un peu déçu. Mais après, on relativise vite parce que c'est quand même de très belles places. Et je me dis qu'il me restait encore un an en junior et que j'avais déjà montré des belles choses. Maintenant, il fallait concrétiser en junior 2. La structure AG2R19 te permet de participer aux meilleures courses contre les meilleurs. Alors qu'as-tu pensé de cette première saison? Cette première saison, elle m'a appris beaucoup de choses. Déjà que le niveau junior était très très élevé, tout simplement. Quand on voit Sian de Brugge ou encore Romain qui maintenant court avec les professionnels et qui se débrouille vraiment bien. Donc on apprend vraiment que le vélo tout simplement qu'il faut s'accrocher, qu'il faut être bon tactiquement, ouais, vraiment le niveau est incroyablement fort. Et si on revenait à l'année dernière, quelle est la course qui t'a rendu le plus fier? Peut-être pas une course où t'as fait deuxième ou troisième, mais une course où tu t'es senti vraiment bien et que la victoire était vraiment proche? Je pense la plus fière, j'aurais dit le Tour du Val-Romay, parce que sur 5 jours où j'ai réalisé 2 beaux derniers jours avec une deuxième place le 4e jour et la dernière journée j'ai fait toute l'étape à l'avant et j'ai aidé Romain Grégoire à gagner le général. Mais sinon, celle où je suis passé le plus proche, je pense au trophée au Sarlan en Coupe des Nations en Allemagne et où j'ai fait deux jours d'affilée deuxième. Là, c'est sûr que ouais, je suis passé pas loin, je pense, mais le mec qui gagne était vraiment costaud aussi. La saison 2022 est déjà bien lancée. Le premier tiers de la saison est passé. Tu réalises de nouveau de nouvelles places d'honneur, avec notamment une 9e place à la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, 5e au boucle de Seine-et-Marne, 5e sur la Côte d'Or Classique Junior et en prime, une victoire d'étape. La préparation a dû être sérieuse et intensive, alors que penses-tu de ce début de saison? Ce début de saison, il est assez bon, il est correct, on va dire. Là, je sors de la course de la paix, Coupe des Nations en République tchèque, où j'ai vu que je pouvais vraiment jouer avec les meilleurs et vraiment me faire plaisir. Donc là, je suis satisfait de mon niveau et de la forme du moment. Je pense qu'il y a de très très belles choses à aller chercher. Et ouais, là, va falloir. Là, on rentre vraiment dans la période de l'année qui va être importante pour moi, avec des très très belles courses et qui correspondent à mon profil. Va pas falloir que je me rate, mais j'ai confiance et la forme est là, comme j'ai dit, donc ça devrait le faire. La forme est là. Alors, quels sont tes principaux objectifs pour cette dernière saison en junior? Forcément, les championnats d'Europe et du monde. J'espère être sélectionné avec l'équipe de France pour aller y participer et je pense que j'aurai ma carte à jouer. Après, forcément, les courses sur 4-5 jours comme le Tour du Pays de Vaud qui arrive là dans 2 semaines, une Coupe des Nations en Suisse, ou encore le Tour du Val-Romay aussi début juillet en France, où c'est sur 5 jours et avec des étapes de montagne, de puncher, assez vallonnées qui peuvent vraiment me correspondre et avec le meilleur niveau junior. Donc ouais, c'est ça que je vais préparer cette saison. Noah, tu es considéré comme un grand espoir du cyclisme français, tout comme Romain Grégoire. Dernier champion d'Europe en titre, nous pouvons le souligner. Nous savons qu'il y a une certaine complicité entre vous, alors qu'est-ce qu'il t'apporte au quotidien? L'année dernière, on s'est rencontrés et on s'est vraiment vite bien entendus. On est un peu les mêmes, je dirais. On a les mêmes valeurs et ça a été un peu comme un grand frère, on va dire. Quand je suis arrivé à G2R, il m'a pris un peu sous son aile, il m'a appris beaucoup de choses. Il te donne des conseils en course, etc. Et après là, je pense que Romain est vraiment un niveau au-dessus de tout le monde, même du niveau français. Je me considère pas comme un grand espoir du cyclisme français comme lui. C'est vraiment un monstre, comme j'aime bien lui rappeler. Et ouais, il est incroyable. C'est même en dehors du vélo, c'est une très belle personne que j'admire.
Et en parlant d'équipe de France et de Romain Grégoire, tu as pu honorer ta première sélection en 2022, cette année. On rappelle que tu avais déjà été sélectionné l'année dernière et que tu avais notamment contribué à la victoire de Romain Grégoire au championnat d'Europe en écrémant le peloton dans le Povo. Qu'est-ce que tu ressens quand tu revêtis le maillot de l'équipe de France ? Est-ce que tu es habité d'une pression plus lourde ou justement il te transcende ? Non, le maillot de l'équipe de France, quand on le porte, on est déjà très fier, on représente son pays. Et quand, par exemple, l'année dernière sur les Europes, on court pour un leader comme Romain, toute l'équipe était vraiment à fond pour lui, donc aucune pression particulière. On avait vraiment confiance en notre leader et on a travaillé pour lui, on a vraiment tout donné. Après, cette année, c'est différent parce que j'ai plus un rôle, on va dire, de leader où je peux jouer un peu ma carte. Donc là, faut montrer le maillot, faut pas non plus. Après, il y a pas de pression, on n'est pas mis en pression en équipe de France du tout. Mais forcément, nous, les coureurs, on peut se dire qu'on court pour la France, on représente notre pays et qu'il faut quand même aller chercher des beaux résultats. Et sur ce championnat d'Europe, ça a dû être un souvenir particulier. On imagine que ça a été une grande fête après ce titre. Oui, le soir, on a bien fêté ça. Même après l'arrivée, toute l'équipe était en pleurs en chantant la Marseillaise. Donc, c'est marqué à vie dans notre tête, je pense. Et ça a vraiment soudé un groupe. Et ouais, incroyable comme moment. Et on imagine cette saison qu'un de tes objectifs, c'est de participer à toutes les sélections en équipe de France et plus particulièrement aux championnats du monde qui auront lieu du 18 au 25 septembre 2022 à Wollongong en Australie. Vous aurez une vraie belle carte à jouer là-bas avec Romain. Alors Romain, maintenant il est en espoir. Donc, ah oui, c'est vrai. Il est plus en junior. Mais ouais. Même avec toi, on oui. sait que c'est un profil qui était favorable. Donc pourquoi pas jouer ta carte personnelle ? Ouais, c'est ça. J'espère être déjà sélectionné pour faire ce beau voyage en Australie. Et ouais, j'ai regardé le profil. Il pourrait me correspondre plutôt bien. Forcément, le maillot arc-en-ciel de champion du monde, tout le monde en rêve. Il va falloir, si je suis pris pour aller le faire, je vais le préparer comme il se doit et tout donner pour aller gagner. Tu rentres dans ta dernière année de junior, donc aussi ta dernière année avec AG2R Citroën 19. Alors, as-tu déjà des plans pour l'année prochaine ? Pour l'année prochaine, en ce moment, justement, je suis en pleine réflexion. J'ai plusieurs propositions, etc. Mais j'essaye vraiment d'étudier là où je serai le mieux pour mes études et pour le vélo, pour que les deux soient complémentaires. Et c'est assez difficile à mettre en place. Après, là, j'essaye vraiment de travailler dessus, de chercher. Je réfléchis avec mes parents, j'en parle, ou que ce soit avec, par exemple, le chef de AG2R Citroën U19 Team, Alexandre Chenives. On essaye de vraiment mettre un projet qui pourrait me convenir le mieux pour les années futures. Tu es encore assez jeune, tu espères devenir professionnel, alors as-tu déjà un plan de carrière prédéfini ? Non, pas prédéfini. L'avenir, il peut être incertain. On ne sait pas, il peut y avoir une chute ou quoi, ou une baisse de forme qu'on ne peut pas prévoir. Donc non, pas prédéfini, après que des rêves plein la tête, je dirais. Et est-ce que tu envisages, pourquoi pas, de sauter la case espoir et de passer directement professionnel ? Pour l'instant, je ne sais pas trop parce que déjà, il faut avoir des propositions pour passer pro et après, je ne sais pas si j'aurai le niveau pour vraiment le faire. J'aimerais peut-être passer plus les étape par étape et vraiment progresser année après année et pas sauter les marches et m'effondrer un petit peu effondrer ma carrière tout simplement, quoi. C'est vrai, tu as bien raison. On remarque ces dernières années une précocité rarissime dans le cyclisme d'aujourd'hui, à l'instar d'un Tadej Pogačar ou d'un Remco Evenepoel, même si ces deux-là sont des phénomènes et des jeunes cannibales en puissance. Mais il y a aussi l'arrivée des Magnus Sheffield, vainqueur de la Flèche Brabançonne, ou même des Juan Ayuso, qui est un lieutenant de luxe pour Tadej Pogačar maintenant. Donc on constate que les jeunes passent de plus en plus vite professionnels. Une telle génération, elle n'est jamais arrivée dans l'histoire du cyclisme, tout simplement.
Toi, quel est ton sentiment là-dessus? Et est-ce que vous en discutez au sein du peloton? Est-ce que c'est vraiment un thème majeur que vous abordez? On en parle avec les collègues de mon âge à l'UVA ou à G2R par exemple. C'est sûr que quand on voit tous les jeunes qui passent pro et qui marchent, on se dit que pourquoi pas nous? Déjà. Et mais après, je pense que c'est grâce notamment avec des structures comme AG2R Citroën U19 Team où on est professionnalisé très très vite. Donc là, tout a augmenté par rapport aux années d'avant. Maintenant, on est beaucoup plus entraîné, on est beaucoup plus suivi au niveau médical, nutrition, etc. Un meilleur matériel, beaucoup plus de soutien matériel de la part des équipes, même si avec la crise en ce moment, bon, voilà. Mais ouais, c'est vraiment, je pense, le fait que les jeunes soient pris plutôt par les équipes professionnelles dans des structures de réserve ou comme ça d'entente avec AG2R Citroën, mais pour moi c'est ça qui explique ce phénomène. Toi qui es également précoce, t'étais junior 1 l'année dernière alors que tu te battais quand même contre des juniors 2, on sait que le physique à cet âge-là c'est quand même très important, et est-ce que tu sens cette année qu'on te regarde différemment dans le peloton? Oui, clairement au début de saison j'étais un peu choqué de ça, par exemple quand j'attaquais ou quoi. Il y avait plusieurs gars qui criaient « Ah, Noah, il attaque, Noah, il attaque !» En fait, t'es beaucoup plus marqué. Les mecs, ils regardent que toi sur la course, des fois. Et justement, ce qui est un peu bête, c'est que il y a des gars qui sont, par exemple, au même niveau que moi, mais qui ont fait moins de résultats un peu l'année dernière, qui sont moins regardés, qu'on va laisser peut-être un peu plus gagner ou de chance de prendre le large pendant les courses, mais après sur des courses dures t'as beau être marqué, si t'es le plus fort tu gagnes. C'est sûr, c'est vrai. Après il y a plusieurs coureurs qui peuvent partir en opportuniste. On sait qu'à une époque Sagan était regardé dans tout le peloton et ça lui a pas empêché de gagner le Tour des Flandres par exemple et Paris-Roubaix. Ouais, c'est ça, voilà, comme je t'ai dit sur des courses dures, t'as beau être regardé, si t'es le plus fort, tu les sors de la roue et puis ils peuvent pas te suivre. Et maintenant que tu côtoies un monde plus professionnel, donc chez AG2R Junior Team, même si c'est pas encore l'équipe pour le Tour, est-ce que t'as déjà des professionnels qui te donnent des conseils ou des personnes en passe de le devenir? Moi par exemple, j'ai pas fait Paris-Roubaix parce que bon, les pavés c'est pas trop mon truc. J'ai pas fait Paris-Roubaix Junior avec AG2R, mais je sais que mes collègues d'AG2R Citroën Team 19, ils ont été reconnaître avec les pros, ils ont roulé avec les pros avant la course et du coup beaucoup de conseils, ils ont reçu beaucoup de conseils de la part notamment de Greg Van Avermaet, ancien vainqueur de Paris-Roubaix. Donc ouais, les pros sont super sympas, ils essayent vraiment d'aider les jeunes, donc ça c'est vraiment cool. C'est sûr qu'en termes de conseils, Van Avermaet, ça doit être quelque chose de précieux à avoir. Et les personnes, on parlait tout à l'heure de Romain Grégoire, est-ce que tu as d'autres personnes dans ton équipe qui t'apportent au quotidien? Après là, dans l'équipe AG2R Citroën U19 Team, je m'entends vraiment bien avec la plupart des mecs, donc forcément, en fait le groupe vit bien, donc tant mieux. C'est là l'essentiel. Hein. Ouais, c'est ça. Après, il y a forcément plus d'affinité avec d'autres gars que d'autres, mais ouais, on est vraiment tous très copains. Et au sein de l'UVA, là, c'est vraiment mes meilleurs potes limite, donc on fait que de rigoler, etc. On se prend pas trop la tête, donc c'est super. Et dans le monde professionnel, on sait que ta source d'inspiration première, on en parlait précédemment, c'est Contador. Mais est-ce que tu as d'autres coureurs pros qui t'ont inspiré, qui t'ont influencé dans ta manière de courir? Là, en ce moment, je dirais Mathieu Van Der Poel et Julien Alaphilippe, qui sont des coureurs un peu imprévisibles, surtout Mathieu Van Der Poel, qui peut attaquer à 100 bornes de l'arrivée, comme à 20, comme à 30. Il est incroyable, qui arrive à tout faire sur le vélo. Ils grimpent, ils font le contre-la-montre, ils sprintent. Donc, c'est vraiment des sources d'inspiration. Après, c'est vraiment des phénomènes, donc on peut pas trop se comparer à eux, mais
ouais, puis il s'arrache sur le vélo, donc ça donne vraiment de la motivation. C'est vrai qu'en tout cas, il y a une grande polyvalence aujourd'hui dans le peloton. Et toi, si tu avais une course qui te fait rêver depuis l'enfance, ce serait laquelle ? Sur une course d'un jour, je te dirais le championnat du monde, parce qu'on s'en souviendra toujours. Et sur des courses par étapes, bah forcément le Tour de France, qui est la grande course de l'année dans le vélo. Et après, ça, faut vraiment être incroyablement fort. C'est sûr, avec une telle médiatisation autour de cet événement, et pour un Français d'ailleurs, ça peut que rendre l'événement encore plus parfait, grandiose, si tu arrives à le gagner. Hein. Oui, c'est ça. Déjà, j'aimerais, dans un premier temps, un rêve, ça serait d'y participer. Après, le gagner, je pense que ça sera impossible, mais déjà y participer, ça serait incroyable. Eh bien, Noah, en tout cas, on te remercie de nous avoir donné un petit peu de ton temps. Et on va se quitter juste après. Et comme d'habitude, on aura un petit jeu à te proposer. On se retrouve pour ce jeu, Noah. Durant ce jeu, tu devras choisir la meilleure équipe possible pour remporter le Tour de France cette année. C'est de la fiction, donc tu as le droit de choisir tous les coureurs du peloton World Tour, avec tous les profils, rouleurs, grimpeurs, sprinteurs, etc. Avec les coureurs actuellement et former l'équipe ultime pour remporter le Tour de France 2022. Ok, alors... On te laisse un petit peu le temps parce que, vu les champions dans le peloton... Bah déjà, Mathieu Van Der Poel. Ok. Après... En leader, je pense que actuellement, il n'y a pas photo, je prendrais Tadej Pogačar. Maintenant, il me faut un sprinter. Après, pas obligé. Si c'est pour gagner le Tour de France, j'ai envie de dire... Ouais, mais on va essayer de gagner toutes les étapes. Faut voir grand. Un sprinter. Bah, Caleb Ewan, en ce moment, performe bien, même si c'est Arnaud Démare qui est le plus en forme. Ouais, je dirais Cavendish en sprinter. Cavendish. Ok. Après, maintenant, il faut des équipiers, on va dire, mais on va prendre des beaux équipiers. Pour accompagner Pogačar en montagne, on va prendre Nibali. Nibali en équipier, le requin de Messine. Belle association Oui. entre quelqu'un de 36 ans et qui fait encore le Giro cette année et Pogačar, donc j'espère qu'il pourra l'amener si un jour c'est possible. Bah, Nibali arrête sa carrière à la fin de saison. Ouais, donc, il l'a dit d'ailleurs avant-hier, dommage, son dernier Giro. On l'avait pressenti déjà. Ouais, c'est vrai. Richie Porte ensuite. C'est vrai, lui aussi qui fait le Giro cette année, encore hier, on l'a vu rouler et faire un travail surhumain pour Carapace. Ouais. Même si bon, ça a pas porté ses fruits parce que Avec c'est le vent une qu'il y qui avait. gagne. C'est vrai. Après, je vais prendre Wout van Aert. Ok, donc Van Der Poel, Van Aert. Ouais. Van Aert, Van Der Poel dans la même équipe. Est-ce que ça a marché? Oui, bah. Le groupe vit bien, Ils j'ai envie savent de tout dire. faire les deux, donc c'est pratique comme ça. J'en suis à combien? Là, il y en a 6. Il t'en reste 2. Ouais, je vais prendre Philippe Ogana, Ok, le meilleur rouleur du monde. c'est vrai. Et Dernier, pourquoi pas un Castroviero ou un gars comme ça, tu vois, je vraiment. prendrais qui Thibaut sacrifie. Pinot. Thibaut Pinot. Ouais, Thibaut Pinot. C'est vrai, on avait pas encore de français, voilà, Voilà. c'est parfait. Thibaut Pinot en coéquipier. Ou pourquoi pas en leader de rechange. Ou ou pour les échapper, ou etc. C'est vrai. C'est vrai, on l'espère d'ailleurs au prochain Tour de France, pourquoi pas. Hein. Clairement. Putain. Même si, au Giro, maintenant qu'on en parle, qu'est-ce que tu penses de Romain Bardet? Tu penses qu'il a une chance de gagner le Giro cette année? Ouais, Romain Bardet, bah, là j'ai regardé les précédentes étapes, il est vraiment très très en forme. Honnêtement, je pense que s'il arrive à maintenir cette forme sur 3 semaines, il va être capable d'aller gagner le Giro. Hein. Après, le problème, c'était surtout les contre-la-montre. Mais je crois que là, la majorité des contre-la-montre, ils ont été faits. Et pendant ce Giro, il n'y avait pas beaucoup de contre-la-montre. Justement, ce qui a attiré les purs grimpeurs, comme Romain. Je pense que honnêtement, là, dans la montagne, c'est l'un des plus forts et qui va pouvoir aller chercher un podium ou plus. Hein. Et puis en plus, on remarque sur le Giro que c'est tellement homogène cette année, il n'y a aucun coureur qui sort du lot, alors que bon, les 2 précédentes années, tu avais toujours un Pogačar ou un Roglic pour assommer la concurrence dès les premières étapes de montagne quand même. Donc là, c'est archi ouvert quand même cette année. Ouais, bah là, par exemple, sur l'étape d'hier où ils finissaient au sommet, on a pu voir qu'ils arrivent à 6.
Et même des mecs qui arrivent encore dans la minute, il y en a encore au moins 4-5. Donc là le niveau il est très homogène. Va falloir qu'il y en ait un qui arrive à sortir son épingle du jeu. Et après là, sur 3 semaines, un grand tour c'est long. Donc à voir. Mais je pense que Romain peut gagner et surtout je l'espère. Pour un Français, ça serait cool. Enfin, c'est vrai. Et dernière petite question. Selon toi, au Tour de France cette année, il y aura sûrement un duel Roglic-Pogačar, duel de Slovènes. Si tu devais miser sur un des deux, ce serait qui ? Je pense que j'ai aucune préférence en termes de coureurs entre les deux. Mais vu ce que monte Pogačar cette année, forcément je mettrais Pogačar en favori. Surtout que le Roglic, sa préparation a été un peu tronquée. On voit quand même... De nombreuses chutes. Exactement. Et puis il avait toujours l'habitude de gagner soit le Dauphiné, soit Paris-Nice depuis 2 ans, même s'il tombe l'année dernière, on sentait que c'était le plus fort, alors que là il a laissé par exemple le leadership à Vingegaard cette année pour le Dauphiné, il me semble, ou Paris-Nice. Donc ouais, pourquoi pas. Mais bon, on y croit, en tout cas on espère un beau Tour de France. Et puis c'est surtout que Pogačar il monte encore en puissance et Roglic il commence à se faire vieux, en 33 ans il me semble, 34. Ouais, puis avant Roglic j'aurais donné un avantage contre la montre où il pouvait reprendre du temps, mais maintenant c'est même plus le cas. C'est vrai. Pogačar le bat donc. C'est vrai. C'est un des meilleurs rouleurs maintenant, Pogačar. Ouais. Exactement. Ouais, en fait le duel se fait sur tous les tracés possibles parce que c'est 2 grands rouleurs. Encore cette année, Roglic il gagne aux Jeux Olympiques. Alors qu'on s'y attend pas vraiment, il explose même les Jeux Olympiques, donc au final on a hâte en tout cas de regarder ce prochain Tour de France. Clairement oui. Bon, en tout cas merci Noah, c'était un plaisir. Merci à vous. Et puis on te souhaite bonne chance pour tes prochaines courses. Merci. Et pour tous nos auditeurs, on se retrouve dans 2 semaines pour notre prochain invité. Merci à tous, au revoir.